Donc bonjour à toutes et tous. Donc nous sommes dans, la première Open Agora de Nous Demain, un jeune, mouvement politique qui a été créé, en juin dernier, avec l'ambition, eh bien de tisser de nouveaux liens entre, la société civile, les associations, qui travaillent sur les territoires, qui sont implantés sur les territoires et qui essayent de faire avancer eh bien, des luttes comme l'écologie, le féminisme, de nouvelles formes de démocratie et aussi voilà, les questions d'engagement, de défense et de protection des droits sociaux. Nous avons pris un certain nombre d'engagements depuis la création du mouvement. Nous avons déjà appelé à la création d'une grande convention nationale pour l'inclusion, notamment eu égard à la période de crise économique et sociale qui commence et qui fait suite évidemment à la crise sanitaire qui a contraint au ralentissement économique très fort du pays et qui va se poursuivre et dont les conséquences pour les salariés, pour les jeunes et pour des personnes qui sont déjà en situation de précarité est extrêmement préoccupante. Et nous avons également lancé plusieurs initiatives comme eh bien, la demande de l'ouverture du droit de vote dès 16 ans pour augmenter la participation et donner des moyens d'expression aux jeunes plus importants. C'est une proposition qui est portée par de nombreuses organisations de jeunesse que nous relayons. Bonjour Latifa. Et que nous souhaitons porter. Et si nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette Open Agora sur l'égalité réelle partout pour toutes, eh bien, c'est pour parler plus spécifiquement de la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui, selon nous, est une question qui est centrale et qui sous-tend en fait beaucoup d'autres débats et beaucoup d'autres enjeux en matière de droit du travail, en matière de place des femmes dans la société. Et, euh, et donc, ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs invités de grande qualité. Je suis vraiment très, très heureuse de les avoir avec nous. Alors, on attend encore Guillaume Chiche, mais donc je vais commencer par présenter les femmes. J'aurais voulu présenter les hommes en premier pour montrer que justement l'égalité, ça pouvait être ça. Alors, donc on accueille Emmanuelle Bonnet-Ouladj, qui est la coprésidente de la Fédération sportive et gymnique du travail. Et je tiens vraiment à la remercier ce matin. C'est une des seules présidentes de fédérations sportives femmes en France. Il y en a quelques-unes. Il y a eu Nathalie Péchala qui a été élue à la Fédération des sports de glace il y a pas très longtemps. Mais je pense qu'Emmanuelle nous en dira un mot tout à l'heure sur son parcours. Elle sait plus enfin, elle peut nous dire combien c'est difficile d'être une femme en responsabilité dans un milieu d'hommes qui n'a jamais manqué de lui mettre des bâtons dans les roues et ce que c'est au quotidien d'évoluer avec ces responsabilités-là dans un milieu d'hommes, avec des prises de parole et des combats à défendre dans un milieu uniquement ou presque exclusivement composé d'hommes à tous les niveaux. Donc, bienvenue Emmanuelle. Ma deuxième invitée, Alban Gaillot, qui est députée du Val-de-Marne, membre du groupe Écologie, Démocratie et Solidarité, l'une des cofondatrices aussi de Nous Demain. Et elle a été l'auteur, elle a déposé une proposition de loi il y a quelques temps sur le renforcement de l'accès à l'IVG dans notre pays. Elle nous en dira évidemment quelques mots tout à l'heure. Proposition de loi qui fait suite à des rencontres, à des études très, très approfondies, des auditions qu'elle a menées en tant que parlementaire et qui ont pu vraiment montrer qu'on pouvait penser aujourd'hui en France que l'IVG était un droit, était quelque chose d'acquis et que c'était simple.
Et en réalité, c'est encore pas le cas et le confinement a aggravé cette situation. Donc Alban nous en dira un mot. Latifa Sheh, qui vient de nous rejoindre. Latifa est une auteure, une consultante. Elle a écrit un livre il y a quelque temps qui s'appelle Sois une femme, ma fille. Elle a un parcours très inspirant puisque elle a été élue dans une ville de province dans la Drôme. Et elle pourra nous expliquer concrètement son parcours d'élue en tant que femme qui est issue aussi d'un milieu modeste et qui a dû se battre contre plusieurs discriminations, plusieurs difficultés, eu égard à sa condition de femme, eu égard à sa condition sociale. Et quand tous ces éléments-là se conjuguent, ça devient extrêmement compliqué. Et pourtant, il y a quelques solutions, il y a des solutions. Et en tout cas, nous, demain, on veut promouvoir, défendre des solutions concrètes pour renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans tous les milieux. Donc, Latifa, bienvenue. Et je vois que Guillaume vient de nous rejoindre. Guillaume Chiche, député des Deux-Sèvres, également membre du groupe Écologie, Démocratie et Solidarité. Et Guillaume, qui est ce qu'on appelle un homme féministe, c'est important de le dire. Ça existe et je crois que c'est important de les encourager et de promouvoir la place des hommes dans ce combat qui sert à la fois les femmes et les hommes, il faut le rappeler. Et donc Guillaume Chiche, qui a été l'auteur d'une proposition de loi pour allonger le congé paternité, et on va en parler tout de suite parce que c'est aussi un sujet d'actualité. Je tiens à préciser que pour l'organisation de ce webinaire, de cette Open Agora, vous avez la possibilité de poser des questions dans le petit onglet Conversation et que nous aurons grand plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc on va commencer cette Open Agora. Je voulais donner la parole, l'occasion, puisque le gouvernement a annoncé cette semaine son souhait de pouvoir allonger le congé paternité, de le porter à 28 jours. Et donc, c'est une des revendications de plusieurs associations. Alors, pas forcément la date de 28 jours, on va le voir avec Guillaume, mais en tout cas, le principe de l'allongement du congé paternité est un élément vraiment important pour de nombreuses organisations et associations féministes, puisque aujourd'hui, on considère que le fait que la charge mentale, là, ce qu'on appelle la charge mentale, donc c'est-à-dire le fait que qu'on s'occupe des enfants, de toutes les occupations autres du ménage, aller chercher les enfants, les emmener à l'école, les emmener à la crèche, chez le médecin, etc. On sait que 80% de cette charge mentale aujourd'hui encore est absorbée par les femmes. Et on sait aussi que ce problème-là, cette absorption de la charge mentale par les femmes, fait que eh bien, ça crée une discrimination et des inégalités majeures pour les femmes. C'est autant de temps qu'elles ne passent pas à se cultiver, à leur loisir. C'est autant de temps qu'elles ne passent pas à pouvoir travailler. C'est du temps qu'elles doivent prendre pour sortir plus tôt du travail, pour récupérer les enfants, qui ne pèsent pas sur les hommes. Et donc, c'est finalement un élément majeur des inégalités entre les femmes et les hommes. Donc, cette proposition du gouvernement de pouvoir allonger ce congé paternité pour les hommes, est-ce que Guillaume, tu penses que c'est une avancée? Est-ce que tu es satisfait de ces annonces? Tu as travaillé sur le sujet. Quelle est ta réaction aujourd'hui et ton sentiment? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'organisation de cette conférence. Vous m'excuserez, je suis dans le train, donc si vous avez des bruits parasites, ne vous étonnez pas. Je pense, pour répondre à ta question, Julie, qu'il faut se poser la question
de l'environnement qu'on positionne et de l'objectif qu'on poursuit. L'objectif qu'on poursuit, c'est celui de redonner toute sa place aux femmes dans notre société et de leur donner une égalité de droits et de possibles par rapport aux hommes. De ce fait, on voit bien que nous perdurons dans un modèle patriarcal où on estime que les hommes, ou plutôt que les femmes, doivent s'occuper des affaires domestiques, doivent s'occuper des enfants. Et de fait, elles subissent une triple inégalité ou une triple discrimination. D'abord culturelle, parce qu'il faut changer notre modèle de société pour changer la perception de la femme et pouvoir la placer comme quelqu'un à part entière, avec les mêmes droits, les mêmes devoirs que ses homologues masculins. Également une violence économique sur le marché de l'emploi, quand on remarque qu'il y a toujours des discriminations d'accès à l'embauche, avec cette fameuse question qui est posée de manière récurrente chez les jeunes femmes au moment de les embaucher, à savoir est-ce que vous comptez avoir des enfants ou non, ce qui est absolument illégal, mais qui demeure. Ensuite, le parcours professionnel qui est marqué par une inégalité en termes de rémunération salariale. Les femmes sont payées à compétences et à postes équivalents à ceux des hommes, encore 20% en moins. Et enfin, c'était très bien évoqué par toi, Julie, sur ce qu'on appelle la charge mentale, la charge organisationnelle, c'est-à-dire la capacité et les contraintes à anticiper, à organiser les tâches domestiques et inhérentes à celles des enfants. Une des principales raisons à cela, c'est le fait de partir du postulat que la femme, qui va potentiellement avoir des enfants, qui devrait avoir des enfants, c'est ce que beaucoup pensent, doit s'en occuper et doit le placer comme priorité et c'est sa tâche à effectuer. Et donc, on relègue le père, en quelque sorte, comme la personne qui va faire carrière, va pouvoir avoir des loisirs et qui va pouvoir s'épanouir quand la femme, elle, a cette charge de famille à assumer seule. Une fois qu'on pose cet environnement et ses objectifs, se pose la question de savoir comment on les corrige. Concernant le congé de paternité et le congé de maternité, aujourd'hui, la femme qui accouche a une obligation légale de prendre 10 semaines de congé maternité. C'est ce qui explique en grande partie que de nombreux employeurs considèrent que les femmes, du fait de leur probable grossesse, vont avoir des parcours professionnels ou une présence discontinue et donc ils les pénalisent dans la rémunération salariale ou dans la conduite de leur carrière en privilégiant le recrutement des hommes qui aujourd'hui ne sont tenus que de prendre un congé paternité au mieux de 11 jours et à minima de 3 jours. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est comment on fait peser la contrainte sur toutes les personnes vis-à-vis de l'employeur. Moi, je crois que rapprocher la durée d'un congé paternité à une durée similaire à celle des femmes est de nature à permettre un amoindrissement et à terme une suppression des discriminations liées à cette prise de congé. C'est la raison pour laquelle, dans la proposition de loi que nous portons, nous proposons un congé paternité de 12 semaines avec 8 semaines obligatoires. Ça a été très bien dit, c'est une attente de nombreuses associations, de nombreuses institutions. C'est des préconisations qui ont notamment été édictées dans le rapport des 1000 premiers jours de l'enfant, commandé par l'exécutif gouvernemental, qui lui propose un congé de 9 semaines avec une motivation qui est celle du bon développement et du bien-être de l'enfant. Et il fonde son analyse sur la présence de l'ensemble des parents qui concourraient très positivement à l'épanouissement et à l'arrivée de l'enfant. C'est un autre objectif que nous pouvons poursuivre. Lorsque l'exécutif gouvernemental et lorsque le président de la République annonce un allongement du congé de paternité à 4 semaines de 7 jours obligatoires, ça va dans le bon sens parce qu'on améliore la situation, mais il n'en demeure pas moins qu'on ne répond à aucun des objectifs. Demain, sur le marché du travail, quand un employeur se posera la question de recruter une femme ou un homme, la situation demeurera. Les hommes, dans le meilleur des cas, prendront 4 semaines de congé paternité, quand la femme en prendra 10. Et donc, je ne pense pas que ce sera de nature suffisante à résoudre ce problème sur le plan de l'insertion sur le marché de l'emploi et dans la conduite des carrières professionnelles. Ensuite,
je ne pense pas que ce sera de nature à introduire une rupture culturelle et d'approche sur la répartition des tâches au sein du foyer. C'est-à-dire qu'au bout de 4 semaines, la femme va se retrouver avec l'enfant à la maison pour assumer la grande majorité, la quasi-entièreté, voire l'exclusivité des tâches liées à l'arrivée d'un jeune enfant. Donc je pense que oui, ces mesures vont dans le bon sens, que néanmoins c'est largement insuffisant, que ça manque d'objectivation scientifique au vu des différents rapports qui ont été commis, que ce n'est pas en phase avec les attentes de l'opinion qui attend des engagements beaucoup plus forts. Aujourd'hui, vous avez 63% des 18-25 ans qui demandent un congé paternité plus long, à minima de 6 semaines. Et donc, je crois que si c'est un bon signal de s'attaquer à ce sujet, on a rarement l'occasion de faire deux fois, de bien faire deux fois les choses. Et donc, il faut pouvoir dès maintenant avoir un congé paternité conséquent. Merci beaucoup Guillaume pour cet exposé extrêmement clair. J'aimerais avoir les réactions des autres invités à cette Open Agora parce que plusieurs d'entre elles ont des enfants, elles ont leur parcours de femmes, elles ont leur parcours de militantes, elles ont les travaux qu'elles ont menés. Est-ce que est-ce que vous partagez cette vision, cette analyse que Guillaume nous a décrite pour dire finalement, oui, c'est le congé paternité, l'allonger, c'est bien, mais il faudrait que ce soit dans une dimension, une durée qui permette au moins d'atteindre un niveau d'égalité avec le congé maternité pour que ce soit vraiment réellement impactant et pour qu'on soit vraiment sur un changement culturel, y compris vis-à-vis des employeurs. Et est-ce que justement la clé, c'est pas ça, c'est pas aussi de se dire, il faudrait peut-être que ce congé paternité, là, on a 7 jours obligatoires qui sont annoncés, 7 jours, enfin, c'est rien. Est-ce que la clé, c'est pas aussi de le rendre obligatoire, ce congé paternité? Est-ce que vous pensez que il faut pas travailler là-dessus avec les employeurs? Est-ce que vous, personnellement, vous auriez aimé avoir dans votre vie la possibilité que votre compagnon puisse prendre un congé paternité plus long pour dès le début mieux répartir la charge, les charges domestiques et de s'occuper des enfants dès le début? Moi, je veux bien commencer en disant une petite anecdote, puisque quand j'étais candidate pour devenir présidente de la FSGT, on m'a posé la question et on m'a demandé si j'envisageais d'avoir une grossesse au cours de mon mandat, comme si justement c'était un frein pour moi d'accéder à une responsabilité, parce que pendant un temps donné, je n'aurais pas été disponible. Et en l'occurrence, c'est une question qu'on poserait évidemment absolument pas à un homme. Et donc, je partage absolument ce qui a été dit. Et en effet, tout le monde a accueilli plutôt comme une bonne nouvelle l'allongement du congé paternité. Mais tant qu'on n'atteindra pas une égalité, les inégalités, pour le coup, et les freins d'accéder à des responsabilités plus importantes, de baisser la charge mentale, resteront une réalité. Moi, je veux bien réagir également, Julie. Alors, moi, je suis un assez mauvais exemple parce que je suis mariée avec quelqu'un qui est un féministe qui a cette charge mentale, donc qui s'est toujours occupé de sa famille et de ses enfants. Donc, je pense que là-dessus, je pense que peut-être effectivement, sur l'idée de congé paternité, congé parenté, je crois que c'est une vraie idée et une vraie ambition qui peut être un correctif en termes d'égalité. Cependant, moi, j'aurais une question du coup à Guillaume. Et on sait aussi qu'il existe quelque chose qu'on appelle le plafond de mère. C'est la suspicion de maternité. Avant même de poser la question, on imagine qu'une jeune fille entre 24 et 36 ans va potentiellement accoucher tout de suite maintenant, quoi. Donc du coup, c'est sans même poser la question. Donc, comment lutter, hein, donc je déborde un peu du sujet, mais voilà, je pense qu'il y a des mécanismes pour corriger les inégalités, mais je pense qu'il y a aussi
auprès des employeurs, il y a quelque chose à faire. Il y a un index de l'égalité qui a été mis en place qui est très largement perfectible. Comment être beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus coercitif auprès des entreprises pour qu'elles appliquent enfin l'égalité professionnelle qui est dans le droit et qui pourtant n'est pas respectée. Tu as complètement, je me permets de répondre à la volée, tu as complètement raison, Alban. Un des principaux sujets, un des principaux marqueurs dans la vie économique et professionnelle, c'est que la femme est dégradée à son statut de mère potentielle et de personne qui va probablement enfanter, parce que dans notre modèle culturel, on considère que c'est quelque chose de normal et quelque chose qui doit intervenir, et donc a priori, elles sont discriminées. Et là où c'est absolument insupportable, c'est que c'est une double discrimination. D'abord, la première, de faire peser sur elles a priori un comportement qui leur est propre. Donc elles décident à quel moment et si elles ont le désir de porter un enfant, premièrement. Et donc là, on estime que toutes les femmes sont au même rang et que nécessairement elles vont avoir des enfants, premier élément. Et le deuxième, on leur nie la capacité et la possibilité et le droit de conjuguer une vie professionnelle avec une vie maternelle. C'est quelque chose qui est évidemment puni par la loi, mais moi je pense qu'il faut renforcer de manière drastique l'ensemble des contrôles sur les entreprises, premièrement, et deuxièmement, je pense que la proposition de loi comporte sur les différents congés parenté, paternité et même maternité, servir d'outil à faire changer les mentalités. Au-delà d'ouvrir le champ des possibles pour l'ensemble des parents, indépendamment de leur genre, c'est être en capacité de mettre des marqueurs culturels dans notre société et essayer de faire sauter ce plafond de mer. Mais tu as complètement raison, on en est encore très 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 loin, et les discriminations liées au genre, et notamment par rapport à l'arrivée d'un enfant, sont encore très 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 marquées. Je me permets peut-être un tout petit ajout, parce que c'est un élément important dans la proposition de loi, c'est la capacité de reconnaître l'ensemble des familles. Et c'est notamment le fait de faire évoluer le terme de congé paternité en congé parenté, étant entendu que des couples de femmes et des couples d'hommes accueillent des enfants, et que la femme qui accouche bénéficie du congé maternité, mais que le conjoint peut également être une conjointe, et donc demander à une femme conjointe de quelqu'un qui vient d'accoucher de prendre un congé pater et un congé paternité, ça ne nous semble pas du tout inclusif. Et pour pouvoir embrasser l'ensemble des situations et l'ensemble des familles sans aucune hiérarchie, on propose la requalification de parents, parce que hommes, femmes, on est des parents avant tout à l'arrivée d'un enfant, et donc on voudrait un qualificatif de congé parental. Merci Guillaume. Je ne sais pas si Latifa, tu souhaites ajouter quelque chose? Peut-être simplement, juste pour, enfin, ça va évidemment dans le sens de ce qui a été dit par les différents intervenants, et je remercie Guillaume effectivement pour la clarté de son exposé. Je pense que, enfin, ce que je retiens effectivement, c'est que cette mesure est une mesure qui va dans le bon sens, on l'a dit, et qu'elle demeure malgré tout insuffisante si on veut vraiment entamer ce qu'on appelle un changement culturel dans nos pratiques, et que c'est bien de ça dont il est question si on veut arriver véritablement à cette culture de l'égalité. On en est encore évidemment loin. Mais je pense que c'est important de le rappeler, de le dire, parce que c'est bien de cela dont il est question si on veut aller vers cette société inclusive, de l'égalité qu'on appelle de nos voeux. C'est un changement drastique dont on a besoin, et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Je reviendrai dessus tout à l'heure quand on reviendra sur les questions un peu plus précises, mais en tout cas, c'est vrai que ça va dans le bon sens, mais c'est encore insuffisant. Et je pense que les pays scandinaves en sont un exemple aussi duquel on peut aussi s'inspirer par rapport au congé à la naissance d'un enfant. Il me semble que les hommes, notamment de Suède, passent 2 fois plus de temps que les hommes français avec leurs enfants, et on voit à l'arrivée quand même par rapport à la cellule familiale, un engagement beaucoup plus important de la part des pères dans la constitution du foyer. Et je pense qu'on a des exemples, que ce soit dans les pays scandinaves ou même l'Espagne, qui va également rallonger la durée du congé paternité, qui sont des exemples aussi intéressants desquels on pourrait
s'inspirer pour aller beaucoup plus loin par rapport à cette mesure fondamentale, mais qui peut encore être améliorée. Merci beaucoup à toutes et à toi, Guillaume. Justement, ça m'amène à la deuxième partie un petit peu de cette Open Agora, puisque le sujet de l'allongement du congé paternité, parenté, s'articule plus largement avec la question des discriminations et du sexisme que les femmes subissent. Les études récentes, notamment celles encore du défenseur des droits, le montrent. Il y a des différences claires qui existent entre les femmes et les hommes dans l'accès aux études, dans le déroulement de la carrière professionnelle, dans l'accès aux postes à responsabilité. C'est vrai dans tous les secteurs, que ce soit donc à l'école, dans les entreprises, dans les fédérations sportives, je pense qu'Emmanuel nous en dira un mot, dans les médias, en politique. Aujourd'hui, je ne veux pas vous noyer de chiffres, mais il y a quand même quelques petits éléments qui permettent de dresser un constat pas très glorieux. Il y a 49% des femmes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur contre 40% des hommes. Pourtant, 60% seulement des femmes sont cadres contre 81% des hommes. L'écart salarial entre les femmes et les hommes à poste, secteur et compétences égaux est de plus de 10%. 30% des femmes sont salariées à temps partiel contre seulement 7% des hommes. 30% seulement des entreprises françaises sont créées puis dirigées par des femmes. Il y a seulement 6% de femmes PDG en France. Le temps de parole des femmes dans les médias français est deux fois plus faible que le temps de parole des hommes. On dénombre toujours malgré les dernières élections municipales, et c'est vrai qu'on a entendu beaucoup, il y a eu beaucoup de papiers dans la presse suite aux élections municipales pour se féliciter, et moi-même je les ai relayés pour se féliciter de l'élection de nombreuses femmes à la tête d'exécutifs locaux, à la tête de villes. Il y a Paris évidemment, il y a eu Marseille, il y a eu Nantes, Rennes, enfin il y a eu beaucoup de villes comme ça qui ont vu des élections ou des réélections de femmes, et c'est très bien parce que je pense que ça participe vraiment de ce combat culturel pour montrer que les femmes sont capables, les femmes sont là, elles peuvent assumer des responsabilités, elles peuvent gérer des exécutifs, mais en réalité, si on regarde les chiffres, il n'y a pas eu d'augmentation majeure du nombre de femmes maires à l'issue des élections municipales. On est toujours à peu près à 16% de femmes maires. Donc voilà, le constat, il est édifiant. Il y a urgence à agir, on le voit. Est-ce que ce manque de femmes à des postes de responsabilité n'est pas aussi l'explication à la persistance du sexisme, de la misogynie, des discriminations dans notre société ? Je rappelle que 99% des jeunes femmes entre 18 et 30 ans aujourd'hui déclarent avoir été déjà victimes d'un acte sexiste. 99%, c'est énorme. Enfin, est-ce qu'il ne faut pas changer complètement d'échelle pour lutter contre cette misogynie, ce sexisme, ces violences de genre? L'éducation, la culture, le sport, la politique, tous les pans de la société sont concernés et doivent s'engager pour mener cette bataille culturelle. La question que je veux vous poser, c'est vous, est-ce que vous considérez, est-ce qu'il y a des modèles, est-ce qu'il y a des choses qui marchent, dont il faut s'inspirer? Est-ce qu'on peut développer des solutions qui aujourd'hui ne sont pas encore utilisées? Quelles sont vos préconisations là-dessus? Pardon, je donne la parole à Emmanuel. Merci Julie. Alors d'abord, je voudrais dire que donc moi je suis coprésidente parce qu'on a choisi, c'est vraiment un format unique. Il y a une coprésidente femme et un coprésident homme à la FSGT. Et je voudrais dire que j'ai jamais été aussi heureuse et épanouie depuis que j'assume cette responsabilité, même si dans le même temps j'ai vécu aussi les moments les plus difficiles. Mais j'ai jamais été aussi heureuse, probablement parce que le chemin qui m'a menée jusque-là et les responsabilités que j'ai assumées m'ont émancipée de beaucoup de choses.
Par exemple, je suis clairement devenue féministe à partir de ce moment-là. Et je dis que je suis heureuse parce que je vais insister sur le fait que derrière la question de la responsabilité, d'assumer des responsabilités, il y a aussi la question de l'émancipation. Or, la structuration de la société dans le sport de manière importante est un frein à l'émancipation des femmes. Et donc, on pose aussi la question de l'égalité. L'émancipation, c'est aussi pouvoir accéder à des responsabilités et pouvoir du coup accéder à assez d'éléments d'analyse aussi pour être pleinement citoyenne, pleinement engagée et dans mon cas pour devenir féministe. Et puisque tu parles des modèles, Julie, de ce qui marche, pour moi, ce qui a marché, c'est l'accompagnement dont j'ai bénéficié par ma prédécesseuse, puisqu'il y avait déjà une coprésidence homme-femme, la confiance dans mon binôme avec mon coprésident et dans la FSGT. Et tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait peu de femmes présidentes. Or, dans les fédérations multisports, puisqu'il y a une vingtaine de fédérations multisports, il y a autant de femmes présidentes que d'hommes. Le plafond de verre, il est vraiment dans les fédérations olympiques et unisports, où en effet, il n'y a que 2 femmes sur à peu près 40 ou 50 fédérations. Et j'ajouterai en plus que les présidentes du coup de fédération multisport, elles subissent aussi une double domination dans le mouvement sportif parce que justement, elles ne sont pas dans un schéma classique du sport olympique et vertical. Au même titre que Guillaume Chiche l'a dit tout à l'heure, que les femmes dans la société peuvent subir plusieurs dominations, notamment celle de la précarité. Et je dis ça parce que du coup, elles vont être aussi plus en difficulté dans l'espace de débat, dans l'espace médiatique pour prendre la parole. Et donc, si je dis ça, c'est parce que je pense qu'il est intéressant de regarder le fonctionnement des fédérations, de comparer le fonctionnement, la structuration d'une fédération olympique et d'une fédération non olympique. Et je pense qu'on constaterait assez vite que plus la gouvernance est partagée, plus le pouvoir est partagé tout au long du processus de prise de décision, plus on va trouver de femmes à des niveaux de responsabilité. Parce que finalement, je pense que plus le pouvoir est confisqué, plus on va retrouver des hommes pour toutes les raisons qui ont été évoquées avant, de disponibilité, de l'inégalité de fait qui est dans notre société. Donc moi, je suis partisane de la parité dans les instances sportives, notamment au Comité national olympique et sportif français où elle n'est pas effective au conseil d'administration. Mais je pense que ce n'est pas suffisant et qu'il faut également renforcer la collégialité dans la gouvernance des fédérations. Alors ça, à mon avis, ça ne peut pas passer forcément par une loi, mais ça peut passer par la manière dont le ministère des Sports, l'Agence nationale du sport va accompagner les fédérations, va les financer sur la question du fonctionnement. Donc, en effet, il y a un changement culturel à opérer. Et ta dernière question, c'était comment on peut développer la sororité. Alors, ce qui est marrant, enfin, je ne sais pas si c'est marrant, mais sororité, je n'imagine même pas une seconde utiliser ce mot, par exemple, au Comité national olympique et sportif français. C'est-à-dire qu'il y aurait une gêne, mais monstrueuse au moment où je le dirais, de la moquerie, du haussement de sourcils comme j'en ai déjà vécu et comme d'autres l'ont déjà vécu. Ce serait un gros mot, quoi. C'est absolument impossible. Et donc, pour moi, le levier pour développer la sororité, ce serait de rendre visibles les femmes et de rendre visibles les femmes dans l'espace public. C'est la même logique que dans tout espace public. Et nous travaillons, et Julie est partie prenante d'ailleurs, par exemple, à une statue d'Alice Mia. Alors, Alice Mia, elle est complètement inconnue du grand public. Elle a affronté le baron Pierre de Coubertin qui refusait que les femmes participent aux Jeux Olympiques. Donc, elle a créé les premiers Jeux Olympiques féminins au début du XXe siècle et elle a complètement été occultée de la mémoire du sport français, ce qui est absolument révélateur. Et donc, nous allons le 8 mars 2021
inaugurer la première statue d'Alice Mia. Ce sera d'ailleurs une première mondiale. Et donc, ce sera un acte très fort de visibilité politique de la place des femmes. Ça n'a pas été simple, je ne vous le cache pas. Beaucoup de résistance. Et à chaque fois d'ailleurs qu'on parlait de ce projet, la réponse c'était oui, mais c'est le baron Pierre de Coubertin qui a créé les Jeux Olympiques modernes. Voilà, mais c'est pas la question. C'est absolument pas la bonne question. Et puis, je voudrais terminer avec pour insister sur le lien entre pouvoir et espace. Et je vais donner une anecdote qui, à mon avis, est très révélatrice. C'était une soirée de président, parce qu'on ne parle toujours que de président. Moi, ça m'énerve, mais c'est comme ça. Donc, une soirée de président des fédérations au Comité national olympique et sportif français. Et à la fin des échanges, s'est créé de manière informelle un contre-salon avec des alcools forts. Et résultat, il n'y avait que des hommes dans ce petit contre-salon avec des alcools forts. Et même si on aime le whisky, en l'occurrence, ce n'est pas mon cas, mais je pourrais aimer le whisky, bah, clairement, je vais pas y aller parce que je sais que je suis pas du tout la bienvenue. Et donc, c'est un acte de rejet, je trouve, qui est extrêmement violent. Et donc, on est à l'opposé, évidemment, de la question de l'inclusion. Il y a des habituels, des rituels qui sont entretenus et donc qui excluent les femmes de l'espace institutionnel, de l'espace public. Donc, pour développer la sororité, il faudrait trouver une manière de contrebalancer, de renverser cette logique. Voilà, donc moi, je suis partisane de former les femmes, non pas à devenir seulement dirigeantes, parce qu'il ne suffit pas d'être dirigeante pour être féministe, mais justement les former pour aussi comprendre qu'il y a un enjeu féministe, qu'on ne doit pas parler de complémentarité entre les femmes et les hommes, parce que ça, je l'entends extrêmement souvent. L'enjeu, c'est de renverser la domination masculine et de créer de l'égalité réelle. C'est témoigné aussi, donc il y a un programme qui s'appelle Dirigeante, qui est animé par Sarah Ouramoun, vice-championne olympique de boxe. Il y a Béatrice Parbus qui a écrit un livre du sexisme dans le sport, où en tant que présidente d'un club de handball, on la prenait souvent pour la femme du président. C'est l'anecdote quand même la plus marquante. Et voilà, et de pouvoir partager, travailler le plus possible l'analyse sociologique aussi de ces situations dans lesquelles on est nombreuses à se reconnaître. Des anecdotes, j'en aurais énormément. Elles ne sont pas forcément faciles à dire de manière publique et dans une diffusion live. Mais voilà, je pense que il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens et j'ai espoir qu'à l'issue de 2024 et de Jeux dont la promesse est d'en faire des Jeux inclusifs, il y ait une égalité réelle entre les hommes et les femmes. Merci Emmanuelle beaucoup pour ce témoignage et pour ces analyses. Avant de passer la parole à Latifa, je vais effectivement dire qu'il y a eu une loi qui avait été mise en place par Najat Vallaud-Belkacem à l'époque pour instaurer, alors non pas la parité, mais une représentation plus égalitaire dans les présidences, dans les fédérations sportives. Notamment, donc c'était 40% du sexe entre guillemets minoritaire, parce que c'est vrai qu'il y a des fédérations, il faut le dire, par exemple l'équitation, où le nombre de licenciés est majoritairement féminin. Donc l'objectif, c'était vraiment de pouvoir que le sexe, on va dire minoritaire en termes de licence, puisse avoir un certain nombre une forme d'égalité de représentation dans les instances. Simplement, en fait, cette égalité n'était rendue obligatoire qu'au niveau des conseils d'administration et pas du tout aujourd'hui au niveau des bureaux exécutifs, qui sont les vraies instances de décision des fédérations. Et donc, s'il n'y a pas de parité ou d'égalité de représentation à plus haut niveau, eh bien, en réalité, cette égalité n'est pas réelle et on n'atteint pas l'objectif
on n'atteint pas l'objectif recherché. C'est d'ailleurs la même chose dans les entreprises. Aujourd'hui, vous n'avez aucune loi qui oblige les COMEX ou les grandes instances dirigeantes des entreprises à mettre en place une représentation égalitaire entre les hommes et les femmes. Et donc, tant qu'on n'a pas ces mesures-là qui sont prises, nous n'aurons pas la possibilité de voir des femmes accéder à des responsabilités et exercer les plus hautes responsabilités, que ce soit dans les entreprises ou dans les fédérations sportives ou dans d'autres organisations. C'était aussi vrai dans le domaine de la culture. On l'avait vu avec le gros travail du collectif 50-50. Il y a quelques années. Et simplement pour juste dire un mot sur la question de la visibilité, ou plutôt de l'invisibilité des femmes dans l'espace public, moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me bats, y compris avec des hommes qui me regardent avec des yeux comme ça en se disant « Oh, franchement, qu'est-ce que vous nous embêtez là avec vos noms de rue et vos statuts ?» Mais non, en fait, c'est le cœur. On parle de mémoire, on parle aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de femmes qui ont eu des parcours exceptionnels, qui ont marqué les sciences, la littérature, l'histoire, l'avancée des droits. Et on les a complètement rayées. Elles n'ont pas un seul nom elles n'ont pas une seule rue à leur nom, elles n'ont pas de place. Il doit y avoir 10 ou 15 places dans Paris qui portent des noms de femmes, pas une seule noire, une personne de couleur qui a été sur aucune place ou aucune statue à Paris. C'est Anne Hidalgo qui vient d'annoncer prochainement l'inauguration d'une statue représentant une femme noire à Paris. Je veux dire, c'est un problème quand même. On est absolument invisibilisé de l'histoire. Et si on est invisibilisé, je veux dire, voilà, moi, je voudrais que des enfants puissent se dire moi, je vais dans telle école qui porte le nom de telle femme, qu'on s'intéresse à ce parcours-là et qu'on sache ce qu'elles ont apporté. Et derrière, le fait de ne pas être présente, de ne pas avoir de visibilité dans l'espace public, ça entraîne quoi? Ça entraîne le sentiment que les femmes n'ont pas compté dans l'histoire. Donc voilà, je tenais à le dire, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas quelque chose de coûteux de renommer des villes, des rues ou dans les villes ou des places publiques ou des équipements publics ou de mettre en place d'installer des statues. Ça coûte pas cher, c'est symboliquement très puissant. Et ça reste longtemps et ça participe de ce changement culturel qu'on souhaite. Voilà, je laisse la parole à Latifa sur ces sujets-là. Merci Julie et merci Emmanuel pour vos explications. Je tiens à saluer effectivement l'initiative par rapport à Alice Mia. Peut-être que vous pourrez nous expliquer à l'initiative de quelle structure cela a été mis en place. Et je trouve que c'est effectivement, pour reprendre les propos de Julie et que je reprendrai dans mon exposé moi-même, ces mesures-là qui permettent effectivement de rendre visible aussi les apports des femmes dans la société qui est la nôtre, et c'est absolument fondamental. Alors, donc, ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. Cette phrase, vous la connaissez toutes, elle est celle de Simone Veil. Et je crois que force est de constater que notre société est malheureusement encore dominée par le modèle masculin et que c'est difficile de trouver sa place quand on n'est une femme. Et c'est pour cela qu'indépendamment des différentes mesures qui vont être citées aujourd'hui, Guillaume l'a rappelé tout à l'heure par rapport à l'allongement du congé paternité, et dont il faut évidemment se réjouir, c'est bien la bataille culturelle qu'il nous faut entreprendre pour cette société inclusive et égalitaire que l'on appelle de nos voeux. On l'a toutes dit, on l'a tous dit consécutivement, mais c'est vraiment fondamental parce que c'est au cœur de cette bataille culturelle que l'on pourra véritablement changer les mentalités, notamment chez les plus jeunes, pour construire cette société. Je voudrais revenir sur un constat par rapport à la pandémie que nous traversons. Elle a permis de mettre en lumière les véritables premiers de cordée, aussi invisibles qu'indispensables, notamment de mettre en lumière ceux qui prennent soin de nous, donc les soignants, les enseignants, les éboueurs, les caissiers, les livreurs, etc., qui ont véritablement porté la France à bout de bras. Et ces personnes-là, ceux qui ont pris soin de nous, étaient essentiellement constitués de femmes, je ne vous l'apprends pas,
91% des aides-soignantes sont des femmes, 87% des infirmières sont des femmes, 76% des caissiers vendeurs sont des femmes. L'aide familiale à domicile, comme je peux l'être moi-même dans ma vie quotidienne, 97% sont des femmes. Donc ces tâches, ces travaux sont reconnus et associés d'évidence aux femmes et très peu d'hommes y participent, mal payés et mal reconnus. Je ne vous apprends rien non plus. Or, paradoxalement, ces femmes qui étaient sur tous les fronts pendant la pandémie, qui le sont d'ailleurs toujours et ça perdure, ont été les grandes absentes des discours politiques et des plateaux de télévision et des médias, malheureusement, bien que révélées pendant cette période au travers de la nécessité du travail qui est le leur au quotidien, par cette espèce de prise de conscience générale, elles sont restées au bord des grandes discussions politiques. Elles sont restées au bord donc, de ces grandes discussions politiques et on les a complètement invisibilisées quand il a été question de penser l'après, le monde d'après, comme si elles n'avaient pas quelque chose à apporter, comme si elles n'avaient pas d'expertise, comme si elles n'avaient pas d'expérience aussi à partager sur ces sujets-là. Moi, ça me rappelle aussi l'invisibilisation du rôle des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, alors que leur rôle était également fondamental dans cette période. Les hommes se sont succédés au pupitre sur les plateaux télé, amplifiant ce phénomène de surreprésentation des hommes dans l'espace public, médiatique et politique. Première concernée, on nous a tout de même mis de côté alors que nous avions effectivement des choses à dire. Ce qui permet de rappeler, et nous le savons, c'est l'objet même de la discussion de cette table ronde, c'est que la plus grande discrimination qui a cours à travers le monde, c'est bien celle à l'égard des femmes. La France n'est malheureusement pas l'exception à la règle du patriarcat. Différentes interventions l'ont rappelé, et je le rappelle moi-même dans mon ouvrage. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, moi aussi, de prendre mon courage à deux mains et publier mon livre « Sois une femme, ma fille », qui revient aussi sur un parcours difficile de femme politique que je suis, avec effectivement d'autres difficultés, comme l'expliquait tout à l'heure Julie, le fait d'être d'origine modeste, enfant d'ouvrier, enfant d'immigrés, aussi de confession musulmane, autant de difficultés dans un parcours politique, mais il existe effectivement des solutions pour pouvoir accéder à des postes à responsabilité et représenter également les Français. Alors, je voudrais également rappeler la phrase de Simone de Beauvoir par rapport à ce que nous vivons actuellement. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant, nous expliquait Simone de Beauvoir. La crise que nous traversons a définitivement exacerbé la vulnérabilité des femmes. L'essentiel de l'organisation domestique et de la charge mentale a rebasculé pendant cette période de confinement sur les épaules des femmes. Les tâches éducatives, malheureusement aussi les violences domestiques, conjugales, l'insécurité professionnelle, la perte d'emploi sont autant d'éléments qui doivent effectivement nous préoccuper, qui devraient être au cœur des actions qui doivent être mises en place. Il nous faut donc non seulement penser, mais aussi élaborer en fait, des garde-fous vraiment ambitieux comme on ne l'a jamais fait, parce que c'est bien d'un bouleversement politique dont nous avons besoin pour changer les choses. Et ça commence par libérer la parole. Je pense qu'il y a énormément de femmes qui se sont exprimées à ce sujet-là, regrettant cette marginalisation de la parole des femmes par rapport à ce qui s'est passé pendant cette crise. Et la première étape pour faire diminuer les inégalités, il me semble qu'il y a une intervention parmi les participants pour pouvoir lutter et diminuer les inégalités. Ça commence dès le plus jeune âge, donc l'éducation est la première étape pour lutter contre les discriminations faites aux femmes. Le congé paternité tel que nous l'a présenté tout à l'heure Guillaume Chiche, avec les évolutions positives, mais aussi peut-être aussi un manque par rapport à ce qu'elle pourrait être demain, est une avancée considérable, mais il faut qu'elle soit amplifiée. Je parlais tout à l'heure des pays scandinaves ou de l'Espagne. Et aussi, je pense que ça a été abordé par Emmanuel et par Julie sur la question de la visibilité des femmes dans l'espace médiatico-politique, qui est extrêmement important. On a toujours surmonté en tant que femmes les obstacles historiques et institutionnels qui nous ont tenus à côté du pouvoir et à l'écart des responsabilités. Et force est de constater que les partis politiques préfèrent ne pas respecter, par exemple, la représentation et endosser des pénalités plutôt que d'être en conformité avec la loi quand il est question
par exemple, de déposer des candidatures ou autres. Ça, c'est le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui a posé ce constat. La contrainte légale et les retenues financières n'ont pas permis une amélioration notoire de la représentation des femmes dans l'espace politique. C'est ce que tu disais tout à l'heure dans ton propos introductif, Julie, sur le fait qu'il n'y a par exemple que 16% encore actuellement de femmes qui sont maires. Si on regarde les présidences de département ou les présidences de région, le constat est également le même s'il y a une amélioration au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est une amélioration qui est notable. Et je pense qu'effectivement, cette exigence d'égalité est tout simplement une exigence de démocratie et qu'il nous faut vraiment trouver tous les moyens, dès le plus jeune âge jusqu'aux formations actuellement des partis politiques, pour que les femmes prennent toute leur place et que nous puissions compter sur les forces disponibles pour construire cette société plus inclusive et plus juste en termes de représentation. Voilà, merci. Merci beaucoup Latifa. Alban, est-ce que tu souhaites? Oui, j'avais envie de réagir. Effectivement, c'est un sujet important, l'invisibilisation des femmes et comment on corrige cette invisibilisation. Moi, je crois qu'effectivement, enfin, ça a été évoqué largement. Le sujet de l'éducation est un sujet qui est cruellement manquant. Si on veut changer une culture, on sait que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut agir. Et l'éducation aujourd'hui, elle a un rôle majeur pour lutter contre les stéréotypes sexistes. Et c'est pas que arrêter les jeux roses ou bleus, c'est vraiment un profond changement culturel de notre manière d'éduquer nos enfants. C'est également effectivement la visibilité des femmes dans les programmes d'histoire, de géographie, de littérature, de philosophie, qui sont encore trop peu présentes. Voilà, moi je trouve que ma fille a encore passé le bac français, elle avait encore aucune femme dans les œuvres à étudier. Donc, parce qu'effectivement, on a aussi besoin de ces rôles exemples. Donc oui, il faut que les femmes intègrent les programmes d'histoire, de géographie, de philosophie, qu'elles soient étudiées, parce qu'il faut également qu'on les voit, qu'elles soient visibles. Alors, on a parlé de la place des femmes dans les médias. C'est très intéressant parce que cette semaine, j'ai rencontré, on se pose souvent la question, et puis je sais qu'au sein du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, on fait en sorte de bien répartir le temps de parole des députés sur les plateaux et répondre aux sollicitations. Mais on se rend compte, moi j'ai rencontré des femmes cette semaine, des journalistes, qui elles-mêmes, en tant que journalistes femmes, sont écartées des rédactions. Elles sont cantonnées au rang de pigistes et non pas de journalistes titulaires. Et donc du coup, et même leurs articles de pigistes sont réécrits souvent par des hommes. Et donc du coup, la ligne éditoriale va peut-être un peu induire une forme d'invisibilisation des femmes parce qu'on va moins leur donner la parole aussi. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire. Ensuite, et ça a été évoqué sur l'onglet conversation, je suis entièrement d'accord, il y a un autre sujet, c'est l'exemplarité de nos politiques. Quand lundi 14 septembre, le hashtag lundi 14 septembre, des jeunes filles disent eh ben, on va s'habiller, on va s'habiller comme on veut, parce que le sujet, ce n'est pas ce que je porte, mais c'est cette société complètement sexiste et cette institution qui reproduit ces schémas. Nos gouvernants qui très haut placés, que ce soit le ministre de l'Éducation nationale ou bien évidemment notre président de la République, emploient les termes de s'habiller normalement ou de bon sens ou une tenue républicaine. Donc je pense qu'il est important que nos politiques aussi soient exemplaires en la matière, et s'ils ne le sont pas, s'ils continuent à reproduire ces schémas sexistes, on n'y arrivera pas. On aura beau mettre de l'argent sur l'éducation, si derrière, à la télé, on redit aux filles vous inquiétez pas les filles, vous êtes entre 12 et 25 ans, vous n'êtes qu'un objet sexuel. Voilà. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose à corriger. Et puis, je suis d'accord avec, je crois que c'est Latifa qui a parlé de ça, ou je ne sais plus si c'était Emmanuel. Quand on parle de monde d'après et que derrière, ce monde d'après, on le construit qu'avec des hommes et sans politique ambitieuse pour les femmes et avec les femmes, eh ben, c'est sans les femmes en fait. Donc, on reproduit cette même société inégalitaire. Donc, je crois que, et j'en fais partie, je suis députée, je suis en responsabilité, donc je prends ma part aussi des choses, et c'est aussi pour ça que j'ai changé de groupe parlementaire et que je rejoins Nous Demain, parce que je pense qu'il y a des politiques ambitieuses à mener en matière d'égalité. Voilà.
Merci beaucoup, Alban. Je veux juste simplement rappeler, il y a quelques effectivement questions qui ont été soulevées par les participants à cette table ronde. Il y a une question qui s'adresse peut-être plus spécifiquement à Emmanuel, une question de Damien sur quelle est votre opinion sur les compétitions sportives mixtes. Moi, personnellement, c'est quelque chose, je trouve, à promouvoir parce que justement, sur ces questions de combat culturel, je pense que c'est une erreur de laisser penser dans notre société que le sport, c'est la performance, c'est la virilité, ça doit être réservé aux garçons, notamment les compétitions, c'est vraiment le summum de l'expression, de la virilité, de la masculinité. Et donc, quelque part, ça sous-tend que le sport et la compétition est davantage réservé aux garçons et aux hommes qu'aux filles et aux femmes. Donc, cette notion de compétition mixte, je pense, est de nature à promouvoir eh bien, le fait qu'on peut être une fille et avoir envie de faire du sport de haut niveau, n'importe quel sport. Il n'y a pas de sport de filles et de sport de garçons. C'est valable dans l'autre sens aussi d'ailleurs. Il n'y a pas de sport que les garçons n'ont pas le droit ou ne peuvent pas faire. Et ils peuvent très bien concourir et jouer ensemble. Et ça a été pas mal aussi dit au moment, là, il y a eu des sujets sur est-ce qu'il faut dégenrer les cours d'école. Et effectivement, moi, je pense que c'est un vrai sujet, en tout cas de s'assurer que les cours d'école ne sont pas uniquement et bien réservés aux garçons qui jouent au foot et puis les filles dans un coin. Donc c'est important que dans la construction de ces équipements, mais aussi pour les équipes enseignantes, les équipes pédagogiques, de faire attention à ce que ces cours d'école ne soient pas trustés par les garçons et finalement la reproduction de l'exclusion des filles et des femmes dans la société, et aussi donc du coup les compétitions sportives. Emmanuel? Oui, alors déjà, ma fille me charge de vous dire qu'elle ne joue pas au foot à l'école parce que les garçons ne veulent pas. Donc, Oui, ben voilà. elle a 6 ans et voilà, donc c'est une réalité. Oui, moi je suis en effet totalement d'accord sur la question de la mixité dans les pratiques. Et pour moi, il y a un parallèle à faire entre le contenu des pratiques et en plus l'accès après à des fonctions dirigeantes. La FSGT, ma fédération, a permis par exemple aux femmes dans les années 60 de faire du judo en compétition parce que ça leur était interdit. Et d'ailleurs, au-delà de la question de la mixité, il y a vraiment un enjeu aussi sur la question de la compétition parce que, s'il te plaît, fais moins de bruit. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai entendu, il y a quelques années, au ministère des Sports, j'ai entendu quelqu'un me dire mais les femmes dans les quartiers, elles ne veulent pas faire de compétition parce que j'étais en train d'expliquer tout ce qu'on développait pour justement rendre le sport accessible à tous. Et on m'a répondu ça. Comme si dans la représentation, la compétition, elle était forcément synonyme d'un accès de certains hommes. Voilà. Et du coup, ça me fait aussi penser, enfin pour moi, ce qui est vraiment très important, c'est que les femmes, elles subissent très souvent plusieurs dominations. Je pense pas qu'on dirait la même chose si on parlait du 16e arrondissement à Paris. Ça poserait de problème à personne qu'une femme aille faire une compétition de tennis. Mais dans un quartier, ça pose un problème parce qu'il y a aussi la domination sociale, la domination culturelle qui pose. Et donc, il y a aussi un enjeu, par exemple, de l'accès à des formes de compétition adaptées pour tous. Et sur la question de la mixité, nous, on développe à Paris, par exemple, et en Seine-Saint-Denis, on a des championnats de foot mixte. Et on va avoir très bientôt, d'ailleurs, un petit reportage sur le Football Paris Arc-en-Ciel, qui est un club de foot LGBT qui a engagé du foot mixte. On a aussi un club de hand qui fait du hand mixte et ça fonctionne extrêmement bien. Donc voilà, je pense que c'est des pratiques évidemment à encourager. Merci beaucoup, Emmanuel. Je pense qu'il est temps d'arriver au troisième thème de notre Open Agora, de notre table ronde, qui est celui de la liberté
des femmes à disposer de leur corps. On en a un petit peu parlé à l'instant en revenant sur les propos de certains de nos dirigeants sur qu'est-ce que doit être une tenue républicaine pour des femmes. Évidemment, on ne se pose jamais la question de ce que peut être une tenue républicaine ou adaptée ou normale pour des hommes. Et comme par hasard, ce sont toujours les hommes qui se permettent de juger la manière dont les femmes doivent ou ne doivent pas s'habiller. Donc c'est encore une fois eh bien une atteinte à notre liberté. On peut s'habiller comme on veut, on peut avoir envie de montrer notre nombril, parce que non, le nombril n'est pas forcément un objet de sexualisation. Si ce n'est que ça, c'est un problème. On peut avoir envie de le cacher aussi, ça ne doit pas être un problème non plus. Donc voilà, cette liberté à disposer de notre corps, qui est encore pas vraiment garantie totalement dans notre pays. Donc voilà, moi je voulais qu'on revienne ce matin. On vit dans un pays où on a le droit à l'avortement, l'accès à la contraception qui est garanti par la loi. On pourrait se dire que la défense de la liberté des femmes est déjà bien avancée, qu'on a une certaine forme de garantie. C'est sûr que comparativement à d'autres pays, on est plutôt avancé, mais pour autant, comme le disait Latifa tout à l'heure, et qu'elle rappelait les propos de Simone de Beauvoir, c'est un combat au quotidien qu'il ne faut jamais cesser de mener. L'accès à l'IVG en particulier doit sans cesse être défendu comme un droit essentiel à l'autonomie des femmes, là où certains et certaines cherchent toujours à faire croire qu'il s'agit d'actes de confort. En 2020, ça peut sembler encore invraisemblable de devoir marteler et d'expliquer cette phrase prononcée par Simone Veil à la tribune de l'Assemblée nationale en 1974. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Cette phrase, je crois qu'elle est toujours d'actualité. Aujourd'hui, quelques mois après une période de confinement qui a mis les Françaises et les Français à rude épreuve, et d'ailleurs pas que les Françaises, mais à rude épreuve sur bien des aspects, il est temps de tirer les conséquences de cette crise en matière de santé des femmes. Les conséquences, Alban nous en dira un mot. Eh bien, c'est une augmentation des grossesses non désirées du fait du délai trop restreint et de l'affaiblissement des lieux d'accompagnement des femmes dans les territoires. C'est la raison pour laquelle Alban Gaillot et Nous Demain a souhaité porter le délai légal d'accès à l'IVG de 12 à 14 semaines pour le rapprocher des délais pratiqués dans les pays européens. Donc Alban Gaillot, tu es l'auteur de cette proposition de loi qui sera examinée le 8 octobre prochain à l'Assemblée nationale. Tu as auditionné de nombreux acteurs, de nombreuses associations pour cela. Quels ont été les constats, quels ont été les diagnostics que vous avez dressés collectivement et qui plaident pour une action rapide en matière de renforcement de l'accès à l'IVG en France? Je te remercie, Julie. On vient juste me partager un article, c'est pour vous poser le débat. L'Équateur s'oppose à la dépénalisation de l'avortement en cas d'urgence médicale. C'est ça qui se passe dans le monde, en fait. Hier, il y avait un article dans le Monde sur le Brésil qui restreint encore plus sa politique de l'avortement. Alors, que se passe-t-il en France? En France, il faut savoir qu'une femme sur 3, au cours de sa vie, va avoir recours à un IVG. Une femme sur 3. Ce n'est pas un acte à part. C'est un acte qui fait partie de la santé des femmes. Et à ce titre, c'est un soin comme un autre. Et à ce titre, les femmes qui ont obtenu ce droit, et la société française a obtenu ce droit en 1975, doivent pouvoir y accéder comme elles peuvent accéder à de la chirurgie pour d'autres actes ou à un dentiste sans avoir à se poser la question. Alors, quel est le constat aujourd'hui? Le constat, c'est que le taux d'IVG est
la DREES a justement publié ses statistiques. DREES, justement, c'est l'outil des statistiques. Il y a toujours à peu près autant d'IVG pratiquées en France, entre 224 000 et 230 000. Il y a une légère augmentation. Mais, ce qu'on se rend compte, premier point, forte disparité territoriale. Il y a des endroits en France où vous ne pouvez plus aller pratiquer une IVG. On sait que ces disparités territoriales sont le fait de plusieurs facteurs. Un, la fermeture des centres IVG. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes l'avait déjà dit en 2013. Il y avait plus de 150 centres IVG qui avaient fermé en 10 ans. Donc, de grosses disparités territoriales, qui est aussi liée à quelque chose, un phénomène qu'on va appeler la résistance éthique des médecins à pratiquer les IVG. Ils ont des résistances que le droit leur permet. En 1975, Veil obtient le vote au Parlement avec une légère concession qui va avoir des répercussions importantes, qui est ce qu'on appelle la clause spécifique de conscience. Chaque médecin aujourd'hui, en France, a, qu'il soit généraliste ou dentiste ou quel qu'il soit, a une clause de conscience. Il peut refuser de pratiquer un acte médical. Pour l'IVG, on a fait de l'IVG un acte à part en disant, en plus de la clause spécifique et clause générale, on va vous adjoindre une autre clause de conscience. Ce qui en fait l'IVG un acte à part et un acte stigmatisant. On a vu, j'ai rencontré effectivement, Julie, des associations, la Maison des femmes, les plannings familiaux, Oser le féminisme, plein d'associations qui nous ont remonté des témoignages de femmes qui se sentent gênées, culpabilisées même dans l'acte d'IVG, alors que c'est un soin comme un autre. Il faut savoir qu'aussi, on parlait d'exemplarité, le président du syndicat national des gynécologues obstétriciens, en 2018, a parlé de mener une grève des IVG et a dit que l'avortement, assimilait l'avortement à un homicide. Quand on dit ça, on ne peut pas se dire que c'est un droit acquis, c'est un droit juste toléré. Ce qui se passe aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a des médecins qui refusent les IVG, ce qu'on appelle tardives, les IVG entre 10 et 12 semaines. Alors, ils ne vous le disent pas forcément de but en blanc. Ils vous prennent en consultation et puis ils font traîner la machine pour allonger de plus en plus le délai. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a entre 3 000 et 5 000 jeunes femmes et femmes qui partent chaque année à l'étranger pour avorter. Est-ce qu'on peut supporter le fait que la médecine soit pratiquée à l'aune de la morale et non de la science? Est-ce qu'on peut encore accepter que certaines femmes soient obligées de partir à l'étranger quand elles le peuvent, parce que ça inclut des problématiques financières, organisationnelles? On parlait tout à l'heure de charge mentale, de charge familiale, mais une femme qui devrait partir 2 jours, 3 jours à l'étranger pour se faire avorter, comment elle fait? Est-ce qu'on peut tolérer cette disparité, cette inéquité entre les femmes? Et puis, on ne parle pas de toutes celles qui ne pourront pas partir, qui vont mener leur grossesse à terme. Dans quelles conditions? Psychologiques pour elles, dans leur lien parental, quel impact psychologique sur les enfants? Et moi, je voudrais citer un pays, en exemple, on cite toujours les pays du Nord pour leur exemplarité. Je voudrais parler de l'Italie. L'Italie, dans laquelle l'IVG est légale. 70% des médecins refusent de pratiquer l'IVG. Quelle est la conséquence immédiate? On estime à environ 50 000 avortements clandestins. Donc, je n'ai pas les chiffres en France, mais les femmes, les professionnels de santé que j'ai rencontrés le savent, qu'il y a des femmes qui vont être toutes seules dans leur chambre à le pratiquer avec les risques physiques qu'on peut imaginer. Et qui était dans... Il faut bien se souvenir du débat de 75.
Simone Veil n'était pas forcément une ultra-gauchiste, progressiste en la matière. Elle voulait répondre à une urgence sanitaire parce que des femmes mouraient. Et aujourd'hui, on peut estimer qu'il y a encore des femmes, certainement, qui font ça dans leur chambre. Donc, ma proposition de loi, pour raccourcir un peu, mais je trouve que c'était important de poser le débat. Pourquoi je suis venue pour cette proposition de loi? C'est pour répondre à ces enjeux, de fluidifier le parcours, faire que chaque femme ait accès à une IVG dans les meilleures conditions possibles. Donc oui, l'allongement des délais de 12 à 14 semaines, ça va permettre aux femmes, on estime à environ 2000 femmes, d'être prises en charge. Donc c'est pas rien, c'est très important même. Ensuite, quelque chose d'important, la suppression de cette clause spécifique de conscience. On me dit, mais ça ne sert à rien parce que ce n'est pas ça qui va fluidifier le parcours, parce qu'ils ont déjà leur clause de conscience. Ben si. Moi, je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser cet acte. C'est un acte comme un autre. Il faut la supprimer. Après, cette proposition de loi, elle sera certainement amendée et je pense que les échanges seront importants parce qu'il y a d'autres enjeux qui permettraient de fluidifier encore le parcours. Par exemple, permettre aux sages-femmes de pratiquer une IVG instrumentale. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'important. Et puis, le sujet dont on parlait aussi tout à l'heure, il y a quelque chose qu'aujourd'hui, chaque jeune fille et chaque jeune garçon, chaque élève de France doit recevoir chaque année 3 heures de cours d'éducation à la vie sexuelle et à la vie affective. 3 heures. Alors, c'est peu, mais si déjà chaque enfant avait ces 3 heures, partout, dans chaque établissement, ce serait magnifique. Mais interrogez les jeunes autour de vous, qu'ils soient à Paris, à Clermont-Ferrand ou à Bastia, en fait, tout va dépendre de l'envie, de l'imprégnation et la volonté surtout du chef d'établissement. Donc ça, c'est pas possible. Ça, il faut vraiment revoir ça. Voilà, je vous ai présenté la proposition de loi. Donc, elle est débattue en commission des affaires sociales mercredi, là, le 30, et en séance publique le 8. Voilà. Merci beaucoup, Alban. C'est vraiment très intéressant et je trouve vraiment important de pouvoir porter à nouveau ces débats à l'Assemblée nationale, de pouvoir citer les chiffres que tu rappelais et qui sont édifiants et qui sont vraiment, moi ce qui me touche beaucoup, c'est cette notion d'inégalité territoriale et d'inégalité sociale qui vient du coup se rajouter et qui fait que une femme issue d'un milieu modeste qui a déjà des enfants et qui habite à la campagne, concrètement aujourd'hui, avorter pour elle, c'est la croix et la bannière. Et c'est un sujet et ça doit nous interpeller. Je peux juste ajouter quelque chose, Julie. Effectivement, tu as raison, je ne l'ai pas dit. Les derniers chiffres qui sont sortis de l'adresse, justement, pointent justement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que les difficultés sont plus prégnantes dans les milieux sociaux où les femmes sont plus précaires que dans les milieux CSP+. Oui. Et oui, puisque c'est compliqué quand on doit déjà s'occuper plus largement des enfants, quand on a un travail et qu'on n'a pas forcément la liberté de pouvoir s'absenter pour avorter, quand on peut être aussi dans un milieu où cet acte-là n'est pas compris, n'est pas accepté. Et tout le travail d'éducation que tu appelais de tes voeux me semble essentiel. Mais c'est aussi un travail que mènent des acteurs comme le planning familial. Et je tiens à le dire parce que le planning familial, ils sont on va dire, heurtés, frappés de plein fouet par la baisse des subventions ces dernières années, qui aboutit très concrètement
à leur incapacité à accompagner des femmes et des familles et des jeunes femmes dans leurs activités d'information, d'accès aux droits, à l'éducation, à la santé sexuelle dans les territoires. Évidemment, comme d'habitude, ce sont toujours les territoires déjà les plus précaires qui subissent ça de plein fouet. Et donc, c'est vraiment la double peine. Donc, je pense vraiment qu'il faut prendre conscience du fait que ces droits-là, effectivement, ne sont pas acquis, que c'est un combat et que si on ne fait rien et si on ne dit rien, demain, on se réveillera avec des droits en moins, avec un retour en arrière, purement et simplement en termes de santé. Et c'est un enjeu de santé publique. Et je crois qu'il faut aussi le dire, la question de l'avortement, ça doit aussi intéresser les hommes et les pères. Avoir une grossesse non désirée dans une famille, une femme qui a déjà des enfants, quand une grossesse arrive et qu'elle n'est pas désirée, c'est un fardeau pour la mère, c'est un fardeau pour le père, c'est un danger c'est un poids pour la famille. Et c'est absolument quelque chose qui peut avoir des conséquences sociales et dramatiques. Donc, ça ne doit pas être réservé, ce n'est pas un sujet uniquement de femmes, de bonnes femmes, pour reprendre des termes qu'on a pu entendre par le passé. Les hommes doivent aussi se mobiliser sur ce sujet-là, et l'avortement est aussi un sujet qui les concerne. Je peux ajouter quelque chose Oui. encore? Excuse-moi, Puis mais nos invités aussi. je voulais rebondir sur ce que tu disais, Julie. C'est très important ce que tu as dit, parce qu'il y a la proposition de loi, il y a effectivement le mécanisme autour de la loi. Mais oui, tu as raison, il y a un sujet budget, il y a un sujet argent. C'est-à-dire que pour qu'on améliore le maillage territorial, il faut réouvrir des centres IVG, il faut reformer les médecins. Oui, il y a un vrai sujet budget. Donc, on portera avec le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité un certain nombre d'amendements au budget de la sécurité sociale, justement, pour améliorer la prise en charge. Voilà. Merci. C'était la question de Joséphine sur cette double peine accès à l'IVG pour les femmes en situation de précarité. Peut-être que Latifa et Emmanuel, vous avez des réactions? Oui, merci Alban, parce que c'était extrêmement clair et je suis très heureuse de voir qu'une telle proposition va être faite. Je pense que c'est absolument essentiel, en effet, de ne pas séparer la question politique de la question des moyens dans ce domaine comme dans d'autres. Les moyens, on sait très bien que c'est une question de choix politique. Voilà, c'est vrai que moi, depuis plusieurs années déjà, je dis parfois que le droit à l'IVG n'est pas une réalité en France. Et je suis très inquiète par ce qui me semble être une forme de retour à l'ordre autour des messages véhiculés sur la tenue républicaine, une droitisation très forte qui, me semble-t-il, ne va pas du tout aller dans le sens de l'accès à l'IVG pour toutes et tous. Donc, voilà, moi, je soutiendrai évidemment cette proposition pour l'avenir, parce qu'il peut y avoir, en effet, comme Julie l'a dit, un retour en arrière sur la question de droit qui semble pourtant absolument évident pour tout le monde. Oui, effectivement. Moi, je voulais, Alban, te remercier encore une fois. Ça a été dit, mais c'est extrêmement important. Les chiffres que tu as cités font peur, hein, très clairement. Il y a une forme de régression par rapport à cette question-là. On l'a dit à plusieurs reprises, ce qui peut paraître comme acquis ne l'est pas forcément, et on voit que c'est un combat de tous les jours qu'on doit mener à plusieurs et ne pas dissocier la question politique de la question des moyens. Sans moyens, on n'y arrivera pas. Donc, il faut que ce soit une ambition très forte et qui soit partagée le plus largement possible. Et donc, à ce titre, vraiment, Alban, je te remercie. Et ça permet de faire le lien par rapport à ce qui a déjà été dit à plusieurs reprises. Mais quand on voit le mouvement du 14 septembre qui a été lancé par cette étudiante, une jeune femme qui tente de rentrer dans un musée et à qui on a voulu refuser l'accès du fait de son décolleté, tenue républicaine ou pas. Aussi également à l'Assemblée nationale, une étudiante qui a provoqué le départ d'une autre députée. Enfin, c'est autant de questions qui
qui, en fait, doivent nous alerter parce qu'on pose, en fait, c'est pas tellement la question de la tenue des femmes. Julie, tu le disais tout à l'heure, on passe notre temps à commenter les femmes, la tenue des femmes, mais est-ce qu'on a seulement une seule fois commenté la tenue des hommes? Absolument pas. Donc, ça dit quelque chose non pas sur les femmes, mais sur le regard que la société pose sur les femmes. Et je pense qu'effectivement, sur ces questions-là, on a encore beaucoup à faire avant que l'égalité soit réelle. Et donc, pour moi, la solution, c'est effectivement, premièrement, l'éducation, deuxièmement, l'éducation et troisièmement, l'éducation. C'est vraiment par là qu'on pourra réussir à combattre ces inégalités, cette misogynie. On voit bien les publicités, les femmes sont exposées comme des objets sexuels, et c'est une forme d'éducation à la misogynie et au sexisme. Donc, si on arrive à faire ça depuis toutes ces années, on doit pouvoir inverser la tendance à condition de le vouloir et à condition d'y mettre les moyens. Et je pense que nous, demain, sur ces questions-là, est particulièrement volontaire et que nous comptons évidemment sur nos députés pour que ce sujet-là soit un sujet central pour les semaines et les mois qui arrivent, notamment pour les élections présidentielles, et avoir un certain nombre d'exigences de la part des futures candidates et candidats. Merci beaucoup, Latifa. Effectivement, les cours d'éducation sexuelle, moi, je veux dire, j'en parle aussi personnellement. J'ai dû avoir un cours une fois de bio. J'étais au lycée où on nous a expliqué comment fonctionnait un préservatif. Mais on nous a rien dit, quoi. C'était dramatique. Moi, on a évidemment jamais parlé d'avortement. De la question de l'accès, de comment est-ce qu'on peut aller se renseigner sur ses droits, en cas de problème, honnêtement, c'était même pas un sujet. Donc c'est vraiment, en gros, c'est totalement tabou. Ça dépend effectivement du prof, de la prof, du chef d'établissement. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et quand on entend que c'est le ministre de l'Éducation nationale qui se permet de dire, de commenter les tenues des filles, on se dit que oui, ça, là, vraiment, il y a un gros travail. Je me rappelle que la dernière fois qu'il y a eu une tentative de faire de l'éducation à l'égalité entre les filles et les garçons à l'école, ça s'appelait les ABCD de l'égalité, c'était porté par Najat Vallaud-Belkacem et ça a déclenché un tollé d'indignation où on a expliqué, on a travesti totalement l'initiative en expliquant qu'on allait à travers cette éducation sexuelle-là, dire à des petits garçons qu'ils allaient pouvoir devenir des petites filles et des petites filles qu'elles allaient pouvoir devenir des petits garçons. Enfin, c'était abject comme procès d'intention. Ça a bien marché parce que du coup, on a bien mis ça sous le tapis. Et encore une fois, les obscurantistes de tout poil, les alliances vitales, ont marqué des points et on s'est dit oh là là, c'est beaucoup trop problématique, il faut pas parler de ça. Et en attendant, on est toujours en train de voir qu'il y a des effets dramatiques de ce sexisme, de cette misogynie au quotidien. J'avais une question sur Facebook Live qui est posée par Alexandra, qui est une question qui revient souvent, qui est vraiment pas facile. Que répondre aux femmes qui ne se sentent pas légitimes dans leurs responsabilités parce que, ouvrez les guillemets, je ne suis là que pour les quotas. Que ce soit dans le privé, dans le monde politique. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a entendu. Moi, personnellement, je défends les quotas parce que je pense que c'est entre guillemets un mal nécessaire. L'objectif, mon rêve, c'est qu'un jour, on n'ait plus besoin de quotas pour avoir la parité dans plein d'organisations, que ce soit en politique ou ailleurs. Le fait est qu'aujourd'hui, si on n'avait pas mis en place les quotas, je pense que on aurait encore moins de femmes, notamment en politique, là où on a mis en place des quotas, que ce soit par exemple pour les élections départementales ou aux sénatoriales ou les listes paritaires dans les municipalités. Donc je pense que l'objectif c'est pas d'avoir des quotas en soi, c'est un moyen et parfois la fin justifie les moyens. Mais c'est vrai que du coup il y a des femmes qui s'entendent dire bah oui mais en fait toi t'es là parce que il fallait trouver des femmes.
Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces femmes-là pour essayer de combattre ce sentiment d'illégitimité, le côté un peu sentiment d'imposture qui est absolument faux et erroné, mais il faut le dire, quoi. Personne ne veut prendre la parole? Bah, c'est une porte d'entrée. Moi, on m'a déjà dit, on m'a vendu ou proposé un siège dans une instance importante en me disant, tu comprends, le président aimerait bien que ce soit une femme, quoi. Mais n'empêche que j'y suis allée et que c'est, je pense, une porte d'entrée et la formation, elle sert aussi justement à ne pas être juste sur un strapotin ou ne pas être... Parfois, moi, j'ai envie de mettre le survêt rouge là, de la potiche parce que c'est assez emblématique. Peut-être qu'un jour, je le ferai de débarquer en survêt rouge. Mais voilà, c'est malgré tout une porte d'entrée et du coup une possibilité pour certaines d'accéder à des responsabilités alors qu'elles n'auraient pas pu le faire sans quota. Enfin, je vais complètement dans le sens de ce que vient de dire Emmanuel. Peut-être pour apporter un témoignage également sur cette question de quotas. J'en parle à plusieurs reprises dans mon livre parce que justement j'explique quel a été mon parcours politique, donc d'une tour HLM au deuxième tour d'une élection nationale, hein, les élections législatives de 2017. Et étant jeune femme de 23 ans, issue d'un quartier populaire, d'origine immigrée, je remplissais plusieurs cases à la fois. Et j'ai été à de nombreuses reprises, entre guillemets, moquée ou pointée du doigt en m'expliquant que j'étais tantôt la surprise du chef. Si j'étais si haut dans la liste, c'est parce que justement je remplissais plusieurs cases, parce que comme vous le savez, une liste aux élections municipales se veut la plus représentative possible. Donc j'ai dû faire face à un certain nombre de remarques comme celle-ci. Il y avait sans doute du vrai dans tout ça, c'est-à-dire qu'il y a cette contrainte de parité, de représentation, etc. Néanmoins, c'est, comme tu l'as dit, Emmanuel, une porte d'entrée comme une autre, difficile, certes. Et voilà, en ce qui me concerne, je relate vraiment un certain nombre d'anecdotes assez significatives de ce point de vue-là. Néanmoins, c'est une possibilité d'accéder à des places importantes, à des lieux de décision et de pouvoir et de discussion, et que c'est fondamental malgré tout de prendre cette position. Qu'importe finalement ce que les anciens peuvent dire comme type de remarque, c'est vraiment important de se saisir de cette opportunité, même si c'est difficile en tant que tel, de se saisir de cette opportunité pour justement faire notre place et habituer en fait les publics à cette présence féminine dans l'espace public, médiatique, les milieux d'expertise. C'est la meilleure façon, même si c'est parfois des moments extrêmement difficiles, et bien de prendre toute notre place malgré tout. Donc, même si parfois on peut souffrir de ce qu'on appelle le syndrome d'imposture, ben, y aller, prendre sa place et obliger ceux qui n'aiment pas voir les femmes dans l'espace public s'habituer à notre présence parce que nous avons des choses à dire et à faire et nous le ferons. Voilà. Top. Bah, je crois Je vais que... juste ajouter un mot. J'avais vu quelque chose assez intéressant sur justement, il faut oser y aller. Il paraît que à une même offre d'emploi, un homme va y aller, va y répondre s'il répond à 3 points sur 10 d'une offre d'emploi dans son CV, une femme 9 points sur 10. Donc l'homme va y aller, même s'il n'est pas compétent, même s'il est... voilà, il ose y aller. Alors, je ne sais pas, je pense qu'effectivement, je voyais sur l'onglet conversation qu'il faut agir encore une fois sur l'éducation. C'est encore voilà, les clés de la réussite. Je pense que ça sera un peu notre conclusion aussi. C'est
c'est l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, mais parfois, il faut faire attention parce que dans les discours, on dit les femmes ne se sentent pas capables, se sentent ceci, se sentent cela. Je pense qu'on les stigmatise un peu, donc il faut faire attention à ce discours aussi qui est un peu voilà, stigmatisant. Enfin, c'est pas. Voilà, je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'éducation et un vrai sujet culturel. Et c'est intéressant aussi les chiffres aussi de réussite à l'ENS. Je pense que vous les avez tous vus. Donc, les oraux ont été annulés à cause de la crise du Covid. Et donc, du coup, ils ont un taux de femmes admises beaucoup plus important parce qu'elles ont passé que les écrits que les années précédentes. Et en fait, donc ils analysent ça avec le fait que en fait, les femmes, les hommes plutôt, sont plus prêts à aller aux oraux, ont mieux les codes, en plus les codes de la communication, et donc sont plus à l'aise et peuvent même voilà, être plus à l'aise dans un oral qu'une femme qui va se mettre la pression, qui va y aller en se disant, en posant toutes les questions du monde parce qu'elle voudra maîtriser tous les sujets XY et qui rentre moins dans les codes des oraux et de la communication non verbale. Voilà. Donc ça, c'est aussi un sujet d'éducation. Oui, je suis... Pardon. Non, je t'en prie. Peut-être juste pour aller dans le sens de ce que dit Alban, qui est effectivement très important, je pense qu'il y a aussi, on est d'accord sur l'éducation, cette forme d'autocensure en fait. C'est parce que pendant toutes ces années, toutes ces générations, on a aussi intégré quelque part les codes du patriarcat, nous-mêmes les femmes en fait. Il y a une forme d'autocensure parce que justement, à poste équivalent, à compétences équivalentes, on va se sentir moins légitime à aller postuler, par exemple, sur un poste, alors qu'on en a les compétences. Et que, de fait, les hommes ont beaucoup plus confiance en eux parce qu'ils ont rempli 3 points sur 10 par rapport à un CV. Et je pense qu'il y a effectivement, maintenant on revient encore à cette question d'éducation, c'est qu'on nous a inculqué cette différence et que du coup, on l'intègre et qu'il faut vraiment, de toutes ses forces, lutter contre ça. Et la meilleure des armes là-dessus, c'est d'abord de le dénoncer, c'est effectivement ce qu'on a dit, c'est l'éducation. Donc, c'était juste pour appuyer les propos d'Alban là-dessus. Oui, je partage complètement. Après, quand on dit l'éducation, moi, ce que je veux juste souligner, c'est que c'est le rôle des parents aussi, et c'est le rôle de la société. Et c'est le rôle finalement de tous les acteurs qui ont un rôle éducatif dans la vie de l'enfant et dans la vie de la construction d'un jeune adulte, et même tout au long de la vie. En fait, c'est une ambiance générale dans la société aujourd'hui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de voir que des noms d'hommes dans les rues, le fait de voir que des hommes qui parlent à la télévision. Qu'est-ce que ça dit à nos enfants ? Eh bien, que tu es plus capable, quand tu es un homme, d'aller parler et que une femme, quelque part, elle est moins légitime à. Et c'est toute cette ambiance dans laquelle on baigne depuis qu'on est toute petite et depuis qu'on est enfant. On comprend instinctivement, mais très très rapidement. Je suis persuadée que les enfants, ils comprennent très très rapidement que des valeurs comme l'initiative, la prise de risque, ce sont des valeurs qui sont assimilées aux hommes. Et la femme, la fille, elle doit être prudente, fais attention, est-ce que tu es sûre et donc, on intériorise tout ça. Évidemment que dans notre construction, nous, on va forcément avoir à se poser mille fois plus la question de est-ce que je vais arriver, est-ce que je vais être capable, parce qu'on manque aussi de rôle modèle. On parle d'éducation, Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille sur ces rôles modèles et que la société comprenne que c'est important de mettre en avant des parcours de femmes, pas pour flatter l'ego des femmes, je veux dire, c'est pas le sujet, c'est parce qu'on en a besoin pour créer des conditions, une société plus égalitaire, plus inclusive, dans laquelle on se sente mieux, dans laquelle on se soulage de ce poids des stéréotypes liées à la masculinité et à la féminité. Est-ce que je peux ajouter quelque chose justement sur lutter contre les stéréotypes? Je pense qu'il faut faire attention aussi, et dans le discours qu'il y a eu
là sur le 14 septembre. Je pense attention aussi aux stéréotypes qu'on colle aux garçons qui sont, alors on dit les femmes, vous êtes que d'un objet sexuel, et les garçons, vous êtes les méchants, vous êtes que des prédateurs sexuels, vous êtes jeunes garçons. Donc je pense qu'il faut aussi, on revient à l'éducation, mais attention à ne pas construire une société. Moi, je suis pour une égalité, hein, je suis complète, et je pense qu'il faut faire attention à ne pas renverser les choses. Les jeunes garçons ne sont pas tous des prédateurs sexuels qui pensent qu'à ça. Ils sont doués d'intelligence, et on peut aussi faire appel à ça. Je pense qu'il faut construire cette société qui lutte contre toute forme de stéréotype. Ouais. Je ne sais pas si j'étais claire, mais... Et Julie, si je peux, juste dernière intervention. Moi, ce qui me paraît vraiment important en matière d'éducation, en tout cas moi, c'est ce que j'essaie de véhiculer à ma fille, c'est vraiment cette question d'émancipation. Parce que l'émancipation, c'est justement être capable soi-même de briser les chaînes, de pouvoir décoder les stéréotypes, pour aussi être, je ne vais pas faire une injonction au bonheur, mais quelque part aussi être heureuse dans la vie finalement de ce qu'on aura pu construire. Et je vois trop de jeunes filles, de jeunes femmes qui ont développé une telle colère justement par rapport à la question de la domination que quelque part, elles n'ont pas réussi complètement à s'émanciper parce qu'elles restent enfermées dans cette forme de colère. Et je souhaite pas que ma fille, elle soit dans cette situation-là parce que c'est dur, quoi. C'est extrêmement violent. Et donc, il faut accéder à l'émancipation, je pense. Donc, c'est vraiment une notion à travailler et qui est trop galvaudée dans la société et d'ailleurs qu'on a même généralement oublié, je pense. Merci beaucoup, Emmanuel. Et ça fait le lien avec un commentaire que nous avons là dans l'espace conversation qui est très costaud de Nadia Guettari qui nous dit que aujourd'hui on reste dans une société où on a consolidé le schéma misogyne et discriminant, que la femme est constamment infantilisée, qu'elle serait donc pas capable de penser, de créer, de faire preuve d'autorité, que ce sont des catégories à déconstruire et qu'aujourd'hui, quelque part, la démocratie elle-même, dans sa conception, a été pensée pour et par les hommes. Et c'est vrai que moi, ce commentaire-là me rappelle à chaque fois qu'il y a des campagnes politiques où il y a des candidates féminines. C'était vrai au moment de la candidature particulièrement de Ségolène Royal en 2007. Je me rappelle d'avoir entendu les commentaires d'hommes, mais de femmes aussi parfois, il faut le dire, qui s'interrogeaient en se disant « mais est-ce qu'elle va y arriver ? Est-ce qu'elle va être capable de prendre des décisions ? Est-ce qu'elle va être capable de faire preuve d'autorité ? Parce que quand même, c'est une femme, c'est pas... » Et donc, c'est vrai que quelque part, tout ça reste encore très, très ancré et que on n'y arrivera que... moi, je crois à la politique par la preuve, en fait. Je crois vraiment, et voilà, la réélection d'Anne Hidalgo est une des preuves de ça. Oui, c'est une femme, oui, elle a réussi à faire des choix, oui, elle n'a pas été ménagée, je crois, par les critiques, y compris en raison je pense, de sa féminité. Et pourtant, oui, elle arrive à gouverner, et ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à déconstruire. Mais c'est vrai que encore aujourd'hui, c'est un système démocratique essentiellement pensé pour permettre aux hommes d'accéder aux postes à responsabilité, ne serait-ce que parce que la manière dont les choses sont organisées, les campagnes, on sait que les campagnes, ça se fait beaucoup... voilà, c'est un moment intense, c'est des réunions qui sont tard le soir, le week-end, donc toutes ces choses-là, tant on reboucle avec le débat initial de notre table ronde, tant qu'on n'a pas une meilleure répartition de la charge mentale et des occupations domestiques et quotidiennes entre les hommes et les femmes, on n'aura pas un meilleur accès des femmes aux responsabilités, et c'est un peu c'est circulaire. C'est la raison pour laquelle il faut agir sur tous les leviers à la fois. Oui, sur l'éducation, oui aussi sur les lois pour permettre pour obliger entre guillemets les hommes à se poser la question du rôle qu'ils doivent avoir dans le couple, dans la famille, dans la société, et que
la place des femmes, elle soit aussi un combat d'hommes. Je peux revenir sur si on a encore quelques minutes, sur l'infantilisation. Moi, je crois qu'effectivement, souvent, quand on parle des femmes là, dans les médias, on en parle souvent sous l'angle des violences conjugales, des féminicides, des agressions. Alors, c'est un vrai sujet qui existe, mais j'ai parfois l'impression qu'à force de ne parler que de ça, à force de toujours mettre la femme dans cette position de femme fragile qu'il faut protéger, j'ai peur qu'on ne parle pas non plus du vrai sujet, qu'on ne travaille pas sur l'aspect structurel de l'inégalité, et qu'en maintenant cette idée que la femme est une chose fragile, on ne travaille pas réellement sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Je ne sais pas si c'est clair, mais je pense qu'il y a des leviers, tu l'as dit très justement, Julie, il y a plein de leviers sur lesquels agir. Et la politique aujourd'hui que nous menons, que le gouvernement mène, n'est pas à la hauteur du sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, parce qu'il ne s'occupe pas réellement de ce sujet dans sa globalité, à la fois culturelle et surtout systémique. Voilà. Ne serait-ce par exemple dans les entreprises. Le fait par exemple d'interdire des réunions au-delà d'une certaine heure. Par exemple, c'est des choses qui sont mises en place, qui sont expérimentées dans certains pays, dans certaines entreprises, pour permettre tout simplement à la fois aux femmes, mais aussi aux hommes, dans une logique de meilleur partage de la charge mentale, de se libérer aux heures auxquelles on a le plus besoin d'aller récupérer les enfants, ce genre de choses. C'est des petites, c'est pas quelque chose, c'est pas révolutionnaire, enfin c'est pas quelque chose d'incroyable, et pourtant concrètement ça peut faire avancer les choses pour les hommes et pour les femmes. Ça peut aussi permettre aux hommes de prendre cette place dans la famille de manière déculpabilisée. Parce que voilà, il faut aussi arrêter de regarder de travers les hommes qui veulent s'occuper de leurs enfants. Donc c'est des choses comme ça où on peut arriver petit à petit, mais je crois aussi que vraiment il faut porter ce combat dans les entreprises, et peut-être que quelque part la période de confinement, le télétravail qu'on a vécu, ce que tu disais tout à l'heure, Latifa, sur le fait que du coup pendant le télétravail la charge elle a rebasculé sur les femmes, ça doit nous interroger, ça doit nous guider, parce que on sait que le travail va évoluer dans les mois et les années qui vont arriver, du fait de la persistance de l'épidémie, de l'évolution des modèles de travail qui vont s'en suivre. Et donc je crois que c'est important qu'on garde à ça cette vigilance-là, pour que cette évolution-là, elle ne se fasse pas au détriment des femmes, et qu'on soit, au contraire, que ce soit un levier, quoi, que ce soit vraiment l'occasion de dire ok, il y avait déjà un sujet, on va éviter que les inégalités, que la discrimination et que ce poids-là continue de peser uniquement sur les femmes, et que ce soit en défaveur des femmes. Au contraire, il faut que ce soit vraiment que ces évolutions du travail-là, ces évolutions de la société servent aussi cette recherche d'égalité-là. Je ne sais pas si, en tout cas, nous n'avons plus de questions de la part de nos participantes et participants. Je ne sais pas si vous voulez dire encore un dernier mot. Sinon, je vais conclure cette réunion, cette Open Agora. Non, plus d'intervention. Bon, moi, je voulais vraiment vous remercier toutes et toutes. D'abord, évidemment, nos invités. Guillaume a dû nous quitter un peu plus tôt, il s'en excuse. Je voulais en profiter aussi pour excuser, j'ai oublié de le faire en début, Maxime Ruzniewski, qui devait participer avec nous, qui est l'ancien cofondateur de la Fondation des femmes, et qui aujourd'hui est producteur
dans le domaine de la culture et de la télé. Il est au fond de son lit avec une grosse fièvre. On espère juste qu'il n'a pas attrapé le Covid. Donc Maxime, merci en tout cas d'avoir accepté. On est vraiment désolé que tu n'aies pas pu participer, mais je pense que ce ne sera que partie remise. Donc merci à vous toutes, Alban, Latifa et Emmanuel, pour votre participation, pour vraiment vos témoignages et vos réflexions, la contribution aux travaux de Nous Demain. Donc Nous Demain, on espère vraiment pouvoir continuer à porter ces combats féministes. On prendra d'autres initiatives dans les prochaines semaines et prochains mois, au-delà des propositions de loi que nous allons évidemment accompagner et soutenir et défendre et promouvoir. Donc merci beaucoup, merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cet Open Agora, que ce soit sur Zoom et sur Facebook Live. On mettra cette vidéo en ligne sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez la consulter et la partager à nouveau si vous le souhaitez. Et puis simplement vous dire que la prochaine Open Agora, elle est à 15h cet après-midi. Elle est sur la thématique de la jeunesse et notamment de comment on peut travailler pour donner de la voix et donner de nouvelles places pour les jeunes dans notre société, dans notre fonctionnement démocratique. Finalement, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes avec les discriminations qui touchent les femmes. Et donc, quand on est jeune femme, c'est probablement encore plus difficile d'accéder au débat public et aux prises de décision, au lieu de prise de décision. Donc c'est important de pouvoir aider à cet empowerment des jeunes, comme à l'empowerment féminin et à l'émancipation des jeunes comme des femmes. Et donc voilà, je vous invite à nous retrouver tout à l'heure à 15h pour celles et ceux qui le souhaitent. On sera en présence de Paola Forteza, on sera en présence de Brandy Boloko, qui est président d'une association qui s'appelle Cité des Chances. Il y aura aussi des représentants de l'UNEF et des représentants de l'association, le président de l'association Coexister, Samuel Gribowski, qui sera présent. Merci beaucoup, bonne journée et puis on continue le combat et la lutte. Merci, au revoir. Merci.